Le grand sujet de Smartech aujourd'hui tourne autour de la sobriété numérique. Cette fois, on va regarder ce qui se passe, ce qu'on peut faire du côté du gaming, du secteur du jeu vidéo. Pour en parler, Benjamin Devienne, vous êtes le cofondateur de Jam. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous allez pouvoir discuter de ce sujet avec Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. Merci. Bonjour. Et bonjour également. Je vous propose qu'on découvre d'abord un de ces robots qui a vraiment fait le show à Las Vegas cette année. Alors, c'est pas forcément un des robots les plus sexy qu'on ait jamais vu, mais en revanche, il s'occupe de prendre soin de nos réseaux d'eau potable et on sait combien c'est important. On va en parler avec Jean-François Guidardoni qui est à distance avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé d'Aqua Robotics, donc entreprise française créée en 2018 pour apporter des solutions contre les fuites d'eau, mais aussi la déperdition d'eau potable. On sait que c'est un enjeu majeur, ça on va y revenir. Pour votre première participation au CES de Las Vegas, ça a été quand même un gros succès, 3 awards, je crois que vous avez reçu. Également le Best Innovation dans la catégorie Smart Cities. Donc votre innovation, c'est un robot qui va plonger dans des canalisations pour aller un peu les ausculter, en faire le diagnostic. Et ça permet surtout d'accéder à ces tuyaux là qui sont enfouis sous terre et qui ne sont pas forcément très facilement accessibles. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce robot, déjà, à quoi il ressemble ? Oui, tout à fait. Alors, le robot, en fait, c'est ce qu'on appellerait dans le monde de la robotique un crawler, c'est-à-dire un robot qui va s'appuyer sur les côtés de la canalisation et qui va évoluer en fait un peu comme une chenille avec des bras avant, des bras arrière, et le centre du robot va s'avancer, va en fait se détendre. Bah là, on le voit en photo. Alors, il a l'air un peu inflexible sur l'image, mais en fait, il peut passer des coudes jusqu'à 90 degrés. Donc, il résiste à beaucoup de contraintes à l'intérieur de la canalisation. C'est une des clés, hein. C'est un environnement compliqué. L'idée, c'est d'aller en eau et en pression, parce qu'une des clés pour pouvoir ausculter un réseau d'eau potable, c'est de pouvoir intervenir sans interrompre la distribution sur le réseau. Et puis derrière aussi, voilà, donc il y a des coudes, il y a des pièces hydrauliques, c'est-à-dire des vannes, il y a plein de choses qu'on va rencontrer. Donc il faut que le robot soit pensé pour aller évoluer et dépasser un petit peu toutes ces contraintes pour pouvoir réaliser une mission. Alors là, on ne se rend pas bien compte de la dimension. Il peut passer dans tout type de canalisation. Non, il est fait en fait pour ce qu'on appelle les réseaux d'adduction. Les réseaux d'adduction, c'est des réseaux, on va dire, qui partent de diamètre de l'ordre de 20 cm de diamètre et au-dessus. Donc, c'est quand même des réseaux de taille importante pour le domaine de l'eau potable. C'est ceux en fait qui amènent d'une usine de traitement jusqu'à une ville ou un quartier. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle des réseaux stratégiques. Le robot, il fait à peu près 90 cm de long. Et il fait environ 11 cm, le corps principal fait à peu près 11 cm de diamètre. Là, effectivement, on voyait quelques images du prototype, qui n'est pas la machine qu'on a maintenant, qui est la première machine qu'on avait réalisée, avec laquelle on avait fait une première mission à la Régie des eaux de Bastia. Et donc, on a maintenant une machine de pré-série, qui est celle, en fait, qui est toute proche d'être commercialisée, si vous voulez, voilà, qui peut résister aux contraintes dans l'eau en termes de pression, en termes d'écoulement, et donc intervenir, pouvoir aller réaliser de premières missions pilotes dans 90% des canalisations françaises. Alors, canalisation d'adduction s'entend, hein, comme je vous avais décrit. Bon, alors, l'eau potable, c'est un enjeu majeur. Quel est le niveau de déperdition aujourd'hui qui est lié justement au manque de suivi, je dirais, de la qualité de ces canalisations ? Alors, en France, on a un taux de déperdition qui est de l'ordre de 20%, qui est en grande partie dû à l'obsolescence des réseaux, c'est-à-dire au fait qu'on a des canalisations usées et donc qui laissent passer en fait de l'eau. Après, on a aussi des fois ce qu'on appelle des branchements sauvages, c'est-à-dire des branchements illégaux, mais on estime que la majeure partie de ces pertes sont liées donc à la mauvaise qualité à l'état du réseau, si vous voulez. Et en France, on est plutôt des bons élèves, hein. À part quelques pays scandinaves, la plupart des autres pays qui ont des réseaux un petit peu équivalents font moins bien que nous. Au Royaume-Uni, on est de l'ordre de 25%. Aux États-Unis, 25 à 28% de pertes. Si vous allez en Italie, on atteint des pertes jusqu'à de l'ordre de 40%. Donc on est quand même sur quelque chose, ça nous paraît massif en France, c'est 20%, et c'est déjà un massif, volume important.
Ouais. Mais voilà, on peut faire pire et, et bien pire. Donc il y a un vrai sujet, surtout actuellement. Bon, Parce que on le voit tous avec aujourd'hui, voilà, si on n'a pas recours à un robot pour aller dans ces canalisations là où personne d'autre peut se rendre, comment on procède? Alors, nous, on n'entend pas être la seule solution salvatrice pour le réseau. On est un des éléments qui va aider à améliorer la performance. Les premières étapes qu'on va réaliser en général dans un réseau, c'est la recherche de fuite. Ce que nous, souvent, on nous assimile à un robot qui traque les fuites. En fait, non. Nous, on va analyser l'état de la canalisation. On va intervenir avant la fuite. Mais dans un premier temps, beaucoup de services commencent à rechercher les fuites. Il y a de plus en plus de technologies maintenant pour la recherche de fuite, de l'acoustique, c'est-à-dire on entend le bruit de la fuite en, en mettant ce qu'on appelle des loggers sur la canalisation. Et puis il y a d'autres solutions. Donc ça, c'est une des sources. Par contre, pour l'analyse d'état, c'est-à-dire ce qui est un petit peu le niveau d'après, une fois qu'on a cherché les fuites, il faut intervenir en amont de la fuite. Là, il n'y a quasiment rien en fait. Il y a quelques outils qui sont ce qu'on appelle des capteurs passifs. On envoie quelque chose porté par le courant dans la canalisation et puis qui, bon an, mal an, essaie de capter des choses avec on lui colle des capteurs et il essaie d'embarquer des choses. Mais ces machines-là, elles sont portées par le courant, elles ne sont pas maîtres de leur déplacement. Donc ça limite beaucoup en fait les données qu'on peut aller ramener. Ouais, Et à c'est-à-dire ce qu'en niveau-là, général, on s'aperçoit trop tard du niveau d'érosion ou de fatigue de la canalisation. Quelles sont les données, justement, que collecte votre robot? alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le visuel, parce qu'avec le visuel, on va déjà récupérer des choses. Alors, et je parle de visuel haute définition, parce que les défauts qu'on va avoir dans une canalisation d'eau potable à l'intérieur, c'est des choses fines comme des micro-fissures dans le mortier quand il y a du mortier à l'intérieur, des défauts de joints. Les défauts de joints génèrent pas mal de fuites, de la rouille quand la canalisation est complètement en métal. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on va aller aussi, par contre, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir, par exemple, des capteurs pour mesurer l'épaisseur résiduelle de la canalisation. Quelle épaisseur la canalisation a éventuellement perdu, parce qu'au bout d'une certaine épaisseur, elle devient vraiment fragile. Et quand on fait ça, en même temps, ces capteurs mesurent aussi la corrosion externe de la canalisation. Et puis le troisième élément, ça va être des choses comme l'ovalisation, par exemple. Vous savez que des canalisations qui vont passer sous des endroits où il y a beaucoup de trafic, des autoroutes, souvent, où voilà, il y a beaucoup de perturbations au-dessus, la canalisation va s'appuyer en fait et va perdre sa rondeur et ça c'est une source de casse proche si vous voulez. Donc on va mesurer les distances, on va calculer si la canalisation est toujours bien arrondie ou si elle est devenue un peu ovale. Et alors, quel est son niveau d'autonomie? Déjà dans le déplacement, ça veut dire qu'il est préprogrammé, comment il se déplace, ou est-ce qu'il est piloté à distance? Et son autonomie d'énergie aussi, parce qu'on part sur quelle distance, quel trajet? Alors oui, c'est les éléments, c'est un challenge parce qu'on voit beaucoup la partie mécanique du robot. On a 2 brevets sur ce robot, sur le côté, on va dire, mécanique, mais il y a autant d'informatique et d'électronique que de mécanique. Et effectivement, tout est embarqué puisqu'on capte rien, on n'a pas de contact avec l'extérieur, hein. Le robot, il est sous terre, dans une canalisation en métal et dans l'eau. Donc vous imaginez bien que voilà, il y a pas de connexion, il y a pas de Wi-Fi, il y a pas de GPS non plus. Donc, toute l'électronique embarquée permet de donner un programme de mission au robot. On lui dit la distance qu'il va parcourir, on lui dit les données qu'il va aller récupérer avec quelle fréquence, et on lui donne aussi des éléments de risque. On lui dit, voilà, si la canalisation, elle perd du diamètre parce qu'il y a de la corrosion, parce qu'il y a des problématiques qu'on n'a pas envisagées, et que tu n'es pas capable de passer, tu t'arrêtes, tu reviens en arrière et tu annules la mission, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'électronique et d'informatique, de logiciels qu'on a développés en interne d'ailleurs, hein, embarqués pour tous ces éléments-là. Ça lui donne pour l'instant une autonomie, parce qu'effectivement, il y a la question énergétique. Pour l'instant, on est capable de parcourir en termes de vitesse à peu près 2 km jour. On a à peu près cette autonomie de faire 1,5 à 2 km en autonomie énergétique. Cette autonomie, elle va pouvoir énormément varier en fait, suivant le nombre de données qu'on va demander au robot de récupérer, la fréquence. Hmm. Si on prend une image tous les 10 centimètres ou tous les 50 centimètres, ça va changer la consommation qu'on a. Donc, suivant la nature de la mission aussi, cette distance et cette autonomie, elle va vraiment énormément varier. Après, on a des solutions pour pouvoir recharger la machine également en cours de mission, avec des systèmes d'induction, puisque je vous disais que la canalisation est enterrée, mais on a quand même sur le parcours des fois des regards, des accès. Donc, on va utiliser en fait ces accès pour avoir des genres de stations de recharge, si vous voulez.
Et comment vous vous assurez, parce que là vous dites, si la canalisation est trop endommagée, on lui dit de faire marche arrière, comment vous assurez que justement le robot risque pas lui-même de provoquer des dégâts? Alors là, c'est bien, vous avez la question que 100 des responsables d'exploitation des services de l'eau nous posent quand on les rencontre. L'idée, en fait, elle est de limiter les situations possibles où on va avoir vraiment un robot bloqué. Donc on a travaillé, en fait, donc au niveau informatique, au niveau logiciel, comme je vous ai dit, il y a une gestion du risque. Donc si, par exemple, le robot voit une vanne qui n'était pas prévue et qui ne peut pas passer, il va pouvoir revenir en arrière. S'il y a des défauts, réduction de diamètre, voilà, il va pouvoir revenir en arrière. Ensuite, on a prévu un système aussi quand même de fil d'Ariane, c'est-à-dire qu'il va avoir un système, en fait, avec de poulies embarquées de fils qui va lui permettre d'être remonté en cas de problème, en cas de blocage, qui risque plutôt d'être électronique Il y a qu'autre chose. aucun risque pour la qualité de l'eau aussi? Puisqu'on parle quand même de canalisation Alors, d'eau potable. oui, oui. C'est aussi une des questions qu'on a, qui est une question importante. Et le robot, s'il a été fait comme vous l'avez vu sur les images, et son déplacement, s'il est conçu comme ça, c'est pour créer le minimum de perturbations dans le réseau. Parce que c'est un sujet important. Il n'y a pas que le sujet d'aller pouvoir récupérer de la donnée, c'est aussi de pouvoir créer une perturbation minimum dans le réseau. Donc le fait d'avancer comme ça, comme une chenille, si vous voulez, ça crée vraiment très peu de perturbations. Et puis, en termes de ce qu'on appelle le sanitaire, en fait, la conformité sanitaire, nous, on a travaillé tout de suite, en fait, avec des matériaux qui sont en conformité avec les réglementations européennes pour cette conformité sanitaire, pour pouvoir le mettre dans l'eau. C'est-à-dire tous les éléments qui sont en contact avec l'eau au niveau du robot sont des éléments qui sont conformes. Ce qui veut dire que voilà, on n'a pas encore demandé l'agrément parce que l'appareil de pré-série, on doit d'abord un petit peu le tester avant de finir, mais on a déjà prévu avec un des laboratoires en France qui fait ces tests de conformité d'aller finaliser la conformité. Merci Jean-François Guidardoni, donc de Aqua Robotics. Là, on est face au génie français en matière de robotique. C'est toujours très impressionnant. Merci beaucoup. On continue notre discussion dans Smart Tech. Cette fois, on va s'intéresser à la consommation énergétique du jeu vidéo.